Eh bien, merci d'être venu, bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir d'architecture CSS, donc avec des technos qui s'appellent Inuit CSS et IT CSS. Juste rapidement, parce qu'il y en a qui connaissent déjà, qui ont déjà utilisé, quelques-uns dans le fond. Ok, cool. Alors moi c'est Kevin, je suis creative developer, alors c'est design et intégration. Aujourd'hui je suis focus vraiment sur le HTML CSS, donc je travaille chez Usign, comme Clément, même entreprise. Et donc du coup l'idée aujourd'hui c'est de faire un petit, remonter un peu le temps sur toute l'expérience que j'ai eue avec le HTML CSS et de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à utiliser ces outils. Ce qu'il faut comprendre dès le début, c'est que ces outils sont plutôt appropriés pour des gros projets web en fait, où on va avoir besoin de maintenir un design sur mesure. Alors il est possible d'utiliser dans les petits projets, mais on va dire que toutes les problématiques qui en découlent sont faites pour résoudre les développeurs qui vont avoir besoin de maintenir un code sur mesure, plutôt que d'utiliser des composants un peu génériques comme un Bootstrap. On va en parler tout à l'heure. Donc la première année, j'ai découvert pendant mes études le HTML et CSS. Donc pas d'outils, vraiment la base de la base. Certains peut-être apprennent directement avec Bootstrap ou Foundation. Moi j'ai fait une année où j'ai vraiment travaillé sans outils, même pas de préprocesseur. Et c'est justement l'année d'après où j'ai commencé à m'intéresser pour essayer d'organiser mon code, voir ce qu'il était possible pour le maintenir, que ce soit plus efficace, que je sois plus productif sur le long terme. Donc j'ai commencé par travailler avec SAS et Compass. Donc je pense que un grand nombre de vous doivent connaître. L'intérêt ici c'était d'utiliser les variables et les mixins, les nested rules. Mais du coup la maintenance restait à peu près basique, c'est-à-dire qu'il nous manquait quand même des classes helper, un système de grille. Si on n'utilise pas des outils comme Bootstrap mais seulement un préprocesseur, on n'a pas de grille intégrée dedans. L'intérêt de Compass c'était quand même d'avoir un ensemble de mixins déjà prêtes à l'emploi. Mais du coup ça allait pas assez loin, on va dire, dans la flexibilité de l'outil pour que ce soit vraiment utile pour monter des pages HTML sans qu'on ait trop de code, on va dire, CSS à fournir, au moins pour des protos. Et donc assez naturellement j'ai commencé à découvrir donc, les Bootstrap, les Foundation, et il en existe d'autres, j'ai cité que les deux plus connus. L'intérêt c'est qu'ici on retrouvait justement l'utilité de la grille. Pour moi, c'est quand même l'objet, on va dire CSS, le plus pratique, le plus important, celui qu'on utilise peut-être le plus pour monter des layouts en CSS. Mais le framework est très très complet, il va très loin. On utilise des helpers, des classes utilitaires qui sont très intéressantes également. Et il va tellement loin qu'il y a aussi des composants UI tout déjà prêts à l'emploi en fait. Donc à mon sens, c'est très pratique pour faire des POC ou des prototypes, ou alors l'utiliser sur des petits projets, ou alors sur des projets où on n'a pas de charte graphique et on n'a pas envie de s'embêter trop avec le design. Mais dès lors qu'on va avoir une charte graphique, on va devoir implémenter, on va dire, un design sur mesure, on va plus se retrouver à se battre contre ces UI composants. Si on souhaite les utiliser, bah, du coup on va les surcharger de façon automatique. Et donc ça devient un peu contre-productif. On charge un tas de styles qui ne servent pas du coup. Donc niveau performance, c'est pas le top non plus. Et donc ça devient une belle bataille de surcharge et ça devient vite le bordel, on va dire, dans notre code pour le maintenir. On comprend plutôt ce qui se passe sur certains comportements. Et donc là, il a fallu réfléchir parce que du coup, j'avais pas trouvé, ou on n'avait pas trouvé à l'époque avec les collègues comment se sortir de tout ça pour pouvoir avoir quand même les choses pratiques en classe utilitaire, notamment la grille, utiliser SAS parce que c'est quand même super pratique. Mais éviter d'utiliser des outils comme Bootstrap qui nous contraignaient plus qu'autre chose. Donc du coup on a essayé de se poser les bonnes questions, savoir exactement ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait, à quelles problématiques on voulait répondre. Et donc pour cela c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu les défauts principaux, je ne sais pas tous lister, mais du CSS, mais aussi les défauts principaux de nous en fait, des développeurs. Afin de pallier à ces deux manques. En CSS, j'ai mis les 4 principaux, la cascade et l'héritage, la dépendance de l'ordre d'inclusion dans le code, puisque le navigateur, il lit de façon toute bête votre fichier CSS final de haut en bas. Donc si vous surchargez des éléments qui sont plus hauts, c'est toujours le dernier qui va avoir le dernier mot.
On a un global namespace, donc si on utilise 2 fois la même classe, mais pour des styles différents, bah, va y avoir télescopage, ça va pas marcher. Vous allez plus trop forcément comprendre, ah oui, mais je me souviens plus comment j'avais appelé ma classe avant sur un autre template, donc ça peut vite devenir un peu le bordel. Et les spécificités surtout. Les ID par exemple, les importantes, un ID est plus fort qu'une classe, etc. Et donc toutes ces choses-là font que on va essayer de trouver des solutions pour pallier à tout ça et pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dans notre code. Pallier à ça, il y a les défauts des développeurs. Donc c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément mettre beaucoup de documentation dans nos projets, quand on travaille à plusieurs notamment. C'est toujours bien de, soit par le biais de commentaires ou de Docsify par exemple, qui vient d'être présenté, essayer de documenter un maximum ce que vous faites pour pouvoir travailler de façon coordonnée à plusieurs. C'est quand même plus fluide et on travaille toujours mieux quand c'est documenté. Un manque de structuration de code, donc ça fait appel à justement cet ordre d'inclusion dans le code où on a le navigateur qui lit de haut en bas, mais avec des outils comme SAS, on a le luxe de pouvoir découper notre CSS, de ne plus pouvoir utiliser qu'un seul fichier. Alors il n'y a pas que ça, je cite SAS parce que c'est celui dont on va parler, mais un simple builder pourrait faire l'affaire. Et donc l'idée c'est aussi de réfléchir comment est-ce qu'on va structurer le code, dans quel ordre on va inclure nos différents fichiers pour que ça fasse le dernier fichier CSS qui lui va être appelé dans votre projet final. Et donc souvent à plusieurs on a soit un manque de rigueur, certains développeurs, ou alors tout simplement collectif dans le sens où on ne va pas avoir les mêmes conventions. Donc si on n'utilise pas les mêmes conventions au sein d'un même projet, bah, ça devient compliqué parce que du coup si on fait chacun à notre sauce, ça ressemble plus à rien au bout d'un moment. L'idée c'est d'éviter justement d'en arriver à ce graphe, à cette illustration, avec des styles qui vont se surcharger les uns les autres, un peu de manière aléatoire et un peu dans tout le défilé de notre CSS. Et donc il a fallu réfléchir, faire de la veille, essayer de voir ce qui existait déjà comme outils, techno, techniques pour pallier à tout ça. La première chose qu'on a trouvé entre guillemets, ou à l'époque on parlait beaucoup de ça et on l'utilise encore aujourd'hui, BEM, je pense que certains doivent connaître. C'est pas une techno, c'est pas une technique, c'est pas une techno, c'est une technique, pardon. C'est une convention de nommage en fait. Donc c'est-à-dire que on se met d'accord à plusieurs pour pouvoir nommer nos classes de la même façon, d'avoir toujours quelque chose de rigoureux. Si on prend un composant par exemple, ça va s'appeler le bloc, la div parente, la toute première div, et à l'intérieur on a souvent des éléments. Et bah du coup l'idée c'est d'utiliser underscore element. Alors ça c'est le nommage officiel on va dire. Peu importe ce que vous disiez, le but c'est de vous mettre d'accord à plusieurs dans la même équipe. Ainsi que les modifiers. Si on voit un exemple rapide, je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide, on a le bloc avatar, l'élément image, et un modifieur si on veut l'avatar de façon arrondie. De la même façon, on va pouvoir essayer de réfléchir le CSS de façon objet. Donc ça c'est pour réussir à avoir des classes réutilisables. C'est-à-dire que plutôt que de réinventer à chaque fois les mêmes choses, on va découper notre code entre la structure et l'esthétique pour ne pas mélanger. Et comme ça on va pouvoir réutiliser à plusieurs endroits dans son projet les mêmes classes. Donc là un exemple rapide avec un bouton. On met sa structure dans une classe principale button. Si on veut une version plus petite, on va avoir un modifier. Et une version primaire pour les couleurs, on peut imaginer une secondaire, une tertiaire, autant que vous voulez. Ça permet du coup de rationaliser son code. On a moins de code final CSS, du coup c'est plus léger. Et puis on utilise les mêmes classes un peu partout. Cette année-là aussi, on a pu commencer à travailler avec des architectures telles que Smax. Donc là pareil, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais l'idée c'est de découper son code en différents fichiers, mais rangés dans différents dossiers bien nommés, qui vont avoir chacun leur rôle, et en fait ils vont être inclus dans cet ordre-là, dans notre CSS final. On commence déjà à appréhender une certaine architecture pour avoir la main et savoir dans quel ordre on inclut nos styles. Donc la base, on comprend que c'est un peu les éléments HTML, peut-être les resets, si vous utilisez Normalize ou autres, les box sizing,
Layout, on va mettre nos éléments et notre page de layout avec les headers, les footers. Le module, c'est là où on va avoir le maximum de notre code avec nos composants, etc. etc. Smack, c'est pas un outil, c'est une méthode. Ouais, c'est une méthode. C'est une architecture en fait. Donc tu peux très bien l'utiliser sur tes fichiers SAS aussi. Partout. D'accord, ok. C'est vraiment, en fait, c'est le parallèle avec ITCSS, dont je vais parler juste après. Et on cherchait également une grille. Donc en 2014, on a découvert cette grille qui est de CSS Wizard Drive, donc Harry Roberts. Donc il y a 4 ans de ça maintenant, la grille était maintenue, on va dire, en module à part. C'était vraiment, on pouvait utiliser seulement la grille si on voulait. Donc on avait beaucoup accroché avec cette méthode. Moi personnellement, j'ai découvert les travaux d'Harry Roberts via cette grille. Et du coup, ITCSS et InMuteCSS, dont on va parler tout de suite, découlent de ces travaux en fait. C'est lui qui va proposer le framework. À la base, c'est lui l'instigateur. Maintenant, il y a plusieurs contributeurs. Et l'architecture, l'état d'esprit ITCSS qui va de pair avec. Et donc en découvrant tout ça, ça nous semblait assez cohérent avec ce qu'on recherchait, avec toutes les problématiques auxquelles on voulait, les problématiques qu'on voulait éviter. Et je vais commencer par parler par ITCSS, parce que c'est, comme Laurent le disait, c'est plus un état d'esprit. On peut l'utiliser avec tous les outils que vous voulez. Peu importe votre stack CSS, vous pouvez utiliser ITCSS qui est vraiment seulement l'architecture, le nommage des dossiers, le découpage du code. C'est pas plus compliqué que ça. Tout simplement, ITCSS, c'est Inverted Triangle CSS. Donc en gros, on va avoir 7 couches si on utilise un préprocesseur, sinon on va en avoir que 5, les 5 dernières. L'idée, c'est d'importer notre code d'une façon très spécifique, dans un ordre très précis. On va commencer par les settings et les tools. Alors, on peut appeler ça notre boîte à outils, ces deux layers-là. C'est tout ce qui va être spécifique à notre préprocesseur. Donc moi personnellement j'utilise SAS et InMuteCSS, qu'on va voir après, utilise SAS aussi. Donc on va pouvoir voir la définition de nos variables, la définition de nos mixins, si vous avez des functions, si vous avez tout ce qui peut se rapporter et qui ne sera pas en fait compilé dans le code final. Ça c'est important à comprendre, c'est-à-dire que le code final il va commencer à générique. C'est pour ça que je disais, si vous n'avez pas de préprocesseur, vous n'aurez que la fin du triangle en fait. Et l'idée après, c'est d'inclure son code, je vais switcher entre les deux slides, du code du moins spécifique au plus spécifique et du moins générique au plus générique. Oui, c'est ça. Et donc en fait, c'est ce qui fait le parallèle avec le nommage des dossiers. C'est qu'en fait, dans générique, les premiers morceaux de code qui vont se retrouver dans notre fichier CSS, ça va être tout ce qui va être reset. Par exemple, vous utilisez normalize. Le box sizing, vous redéfinissez souvent le box sizing. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres. En gros, c'est les deux principaux. Peut-être un reset en plus, spécifique pour votre projet. Et dans Elements, ça va être tous les styles qui vont être attribués directement sur vos éléments HTML. Souvent, on fait un dossier ou un fichier layout pour un CSS où on veut redéfinir nos styles H1, H2, les P, les A, les UL, enfin, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de nom de classe ni de ID. Déjà, ID, il faut oublier en CSS. Mais les noms de classe commencent à objet. On va inclure les objets. Je parlais de OOCSS tout à l'heure. Donc le framework et l'architecture reprend cette façon de faire en décorrélant les styles de structure et les styles d'esthétique. Donc en fait, dans objet, on va retrouver des classes CSS qui vont être réutilisables partout dans notre code, mais qui vont servir à structurer nos pages. Et dans les composants, et ben là on va aller dans l'UI, vraiment dans notre charte graphique, du sur-mesure justement, du design sur-mesure en fonction de si vous avez des designers ou des graphistes qui vous font des maquettes. La principale de votre code se retrouvera ici. Et les classes utilitaires, dont j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, qui existent dans d'autres frameworks comme Bootstrap, des text centers, vous avez déjà dû toucher à tout ce genre de choses. Très pratique. En dernier, en part, si vous voulez gérer les margines, les paddings, on va voir tout à l'heure dans Inuit, tout ça est configurable. Et donc l'idée de ce triangle inversé, c'est d'éviter d'avoir un graphe comme ça dans notre fichier CSS final. Là on imagine que c'est le déroulement de notre CSS,
et on se retrouve avec des spécificités, des points de spécificité un peu partout dans le CSS. Si par exemple ici j'ai mis un important sur une classe, si ici j'ai utilisé un ID et pas une classe, si ici j'ai utilisé une règle imbriquée avec la cascade, je vais chercher par rapport à une classe à l'intérieur, je vais mettre UL par exemple, je vais cibler directement. Bon, bah, du coup on sait plus ce qu'on fait, on sait plus qui surcharge qui, et du coup bah, on peut vite tomber sur des nouveaux morceaux de code qu'on va introduire 6 mois après. Et en fait c'est ce morceau de code qui va prendre la main, et puis bah, pour débugger après ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que ce découpage, cette architecture est intéressante, puisque l'idée c'est que plutôt que d'avoir des pics, on va spécifier notre CSS, on va augmenter la spécificité petit à petit en fonction de nos calques, nos dossiers en fait d'inclusion. Et donc si ici on voit un pic vers les utilitaires, c'est parce que la règle en gros, on essaye de s'accorder d'utiliser les importantes que dans les utilitaires. Ouais. Donc déjà on est sûr qu'on n'aura pas d'importante ailleurs, parce que l'idée c'est d'éviter les pics de spécificité. Je vous ai dit d'éviter les ID, c'est aussi pour ça. On va plutôt utiliser les ID pour le JavaScript, pratique pour cibler des éléments en JS, mais on va préconiser d'utiliser que des classes pour les styles, le design pur. En faisant comme ça, normalement, si je remonte un tout petit peu là, l'idée c'est pas de bannir la surcharge, mais c'est d'éviter que ce truc-là surcharge ça, ce truc-là surcharge ça, et du coup on va avoir plutôt des petits ponts comme ça qui vont venir, et que du coup la surcharge à chaque fois c'est le dernier là qui va prendre la main en fait. Beaucoup plus facile à maintenir, à comprendre et à faire évoluer. Tu mets quoi dans tes utilities alors? Bah, je pourrais montrer tout à l'heure, mais en gros je parlais d'alignement. Par exemple, si on veut rapidement aligner un texte à gauche, à droite, au centre, je vais avoir une classe spécifique pour... si tu as utilisé Foundation, par exemple, il y avait Text Center. Tu utilises dans ton HTML et ça centre ton texte. D'accord. Ça t'évite de créer un composant spécifique juste pour centrer du texte. Donc tu mets tes marges, etc. Mais tout ça en fait. Et donc ouais, avec Inuit, on va avoir aussi des marges, des paddings, des largeurs. Ce genre de choses que tu peux appliquer rapidement pour monter une page sans trop faire de CSS. Juste pour montrer rapidement, de manière très basique, si on utilise SAS, il suffit d'importer tous les fichiers dans chaque layer, dans le bon sens, c'est mieux, si on veut respecter l'archi. Et déjà, du coup, on va pouvoir avoir une certaine maîtrise de notre CSS. On va voir que moi, je préconise d'aller plus loin et on va plutôt inclure chaque fichier à la main plutôt que l'étoile. Comme ça, on a vraiment la main sur quel fichier on inclut avant l'autre. Je vais le montrer après dans le code. Terminer sur l'archi. Encore ça sort d'un article de Harry Roberts toujours. Allié à ITCSS, on peut utiliser toujours BEM, mais on peut l'étendre en utilisant des préfixes. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité et plus de flexibilité, parce que des fois on peut avoir un objet qui pourrait avoir le même nom qu'un composant ou un utilitaire, enfin j'en sais rien, ça peut arriver. Et donc le fait d'avoir la flexibilité, de pouvoir mettre O- pour les objets, C- pour les composants, etc. Et le fameux JS-, je parlais du JS tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir des classes vraiment spécifiques pour le JavaScript. JS- machin, quand on lit le HTML, on sait que c'est une classe qui sert dans le JavaScript. Elle n'a pas de style sur elle. Par exemple, si vous avez chez nous, chez Usign, on a l'intégrateur et on a le dev front, c'est pas le même métier, c'est pas la même personne. En découpant comme ça, je sais que Clément il peut rajouter des classes JS-. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas de style dessus. Je sais que ça va pas venir de là s'il y a un bug. Pour débugger, c'est toujours pratique. Et inversement. L'exemple rapide, j'ai pas besoin je pense, de le commenter. C'est seulement l'histoire du préfixe. Et donc, si on rentre rapidement dans le code, ouais, on voit pas là. Attends. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, de toute façon, l'idée c'est pas de pouvoir lire, mais plus de voir que j'ai importé
les modules et les éléments personnels de façon très maîtrisée en fait. Je vais les chercher un à un et on les inclut vraiment pour maîtriser l'architecture. On a encore plus la main sur ce qui se passe en fait. C'est pas tant pour les... Là on voit du Inuit. Ça c'est les classes vraiment... Enfin les styles pardon spécifiques au framework. Pas vraiment d'ordre spécifique, mais c'est plus dans nos codes à nous. Si jamais on veut maîtriser l'inclusion, je préconise de faire comme ça. On a toujours plus de flexibilité, c'est toujours mieux. Bon après ça fait plus de lignes à taper, mais on est moins embêté derrière. Et donc ce qui est intéressant, c'est ici en fait. On retrouve l'architecture dont je parlais, qui est celle de Inuit. On va voir Inuit tout de suite. Mais l'idée c'est de se greffer à cette architecture aussi dans son code personnel en fait. Comme ça on est miroir. Et puis bah, du coup il n'y a pas de miracle, je mets mes utilitaires dans le bon dossier, etc. Il sait que c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Je m'attarde pas sur cette démo-là, pardon, parce qu'on va en refaire une autre avec Inuit, qui sera plus intéressante. Inuit, donc, c'est à la base plus un framework. Alors, certains disent librairie, d'autres framework, peu importe. C'est des modules, un ensemble de modules qu'on peut inclure ou pas dans notre CSS. Ça, c'est pratique, du coup, parce que du coup, on inclut vraiment les styles dont on a besoin. On n'est pas obligé d'inclure tout le framework. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il utilise des techniques, des technos, sur lesquels on avait déjà commencé à travailler, et donc on n'était pas perdu, et qui sont assez connus, hein, donc on les a passés en revue. Et bien sûr, bah, l'architecture qu'il a proposée, qui a sans doute découlé de son travail sur le framework d'ailleurs. Ce qui est le plus important à comprendre, c'est que Inuit, c'est sans doute le framework enfin, l'argument principal, c'est que c'est dépourvu de vie. En gros, le dossier composant, dont on a parlé dans l'architecture, dans le framework, il n'y a rien. C'est à vous de coder votre design, en fait. C'est la promesse du truc. C'est ce qui le différencie, on va dire, des bootstraps et des foundations. Donc il y a moins de code, c'est moins lourd, il y a plus de travail à faire. Mais finalement, vous allez vraiment intégrer le sur-mesure pour votre projet. Donc il y aura moins de surprises, il n'y aura pas de surcharge, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et au moins, vous allez faire ce dont vous avez réellement besoin. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que c'est plus un ensemble de configs, de mixin. Ça utilise SAS, donc il y a déjà plein de choses qui utilisent SAS à l'intérieur. Les resets sont déjà là, donc c'est-à-dire si vous avez l'habitude d'utiliser Normalize CSS, ce qui est, je pense, le reset le plus utilisé, il est déjà dedans dans le framework. Vous n'avez plus qu'à l'importer si vous en avez besoin. Il y a aussi un autre reset, les objets, pas mal d'objets, dont la grille. La grille est considérée comme un objet puisqu'on travaille le layout, la structure. Et les classes utilitaires. Donc on saute bien le dossier composant. Ça utilise aussi une mixin. Historiquement, la mixin responsive était dans Inuit, c'est-à-dire qu'il avait développé une mixin spécifique dans le framework. Depuis peu, ou depuis un an, je ne sais plus, ils utilisent un projet à part qui s'appelle SassMQ. Ça fait le même boulot. C'est juste une mixin responsive qui va vous permettre d'appeler vos breakpoints pour avoir des propriétés CSS spécifiques. Pour la gestion des font side et des line A, il y a aussi une mixin. Alors je cite que les choses, on va dire, principales, hein, il y a beaucoup d'autres choses en plus. J'ai parlé de box sizing, de normalize, de reset, l'objet média aussi. Je pense que l'objet gris et média sont peut-être les deux plus connus. Et les classes utilitaires, margin, padding, la gestion des largeurs, parce qu'on va voir que du coup, si vous utilisez l'objet gris, vous allez utiliser l'utilitaire largeur avec, pour pouvoir gérer la largeur des colonnes dont vous avez besoin. Toujours dans cet esprit de objet orienté, CSS orienté objet, pardon, pour vraiment réutiliser et découper un maximum son code. C'est extensible aux besoins, c'est pour ça que je vous disais, son code, on l'agence avec les mêmes noms de dossiers, comme ça on peut étendre à souhait le framework. Moi, il m'arrive souvent de rajouter des utilitaires dont j'ai besoin.
je parlais de l'utilitaire TextLine, ou TextHunter, si on reprend le nom de Foundation, il n'est pas par défaut dans le programme. Mais si vous en avez besoin, il suffit de créer un fichier CSS, vous mettez 3 classes CSS qui font le boulot, et on l'utilise partout aussi. Pareil pour les objets, et puis les composants, c'est à nous de les faire. Là. Bon, rapidement, j'avais envie de vous montrer la grille, parce que c'est sans doute l'élément le plus utilisé, comme je disais tout à l'heure, le plus pratique. Donc, bon, vous voyez qu'il y a même un fatras de classe CSS, c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir faire un peu moins de CSS et puis réutiliser un maximum de classes. Donc, là. Si je prends, il est appelé layout, c'est pour structurer sa page, c'est une sorte de layout. Au tiret, on voit bien que c'est l'objet. Petite astuce avec un modifieur pour contrôler l'espacement entre les colonnes. On peut avoir des modifieurs pour huge, énorme. Et à l'intérieur, on retrouve nos items. Je pense que vous avez l'habitude de cette structure. C'est pareil chez Bootstrap, on a définition d'une grille et à l'intérieur, on place les différents items pour avoir notre grille. Donc au layout item, ça sert juste à définir un item de grille qui va lui donner son comportement en tant que tel, mais pas sa largeur. C'est-à-dire que vous allez devoir rajouter une classe utilitaire un demi, 50% en gros, et vous allez pouvoir utiliser des arrobases avec les noms des breakpoints. Ça vous permet d'avoir une grille responsive. C'est-à-dire que par défaut en mobile, souvent on va avoir des items qui sont les uns à la suite des autres, et plus notre largeur d'écran est grande, plus on va avoir notre grille qui se compose. Le fait de faire ça, j'inclus dans mon code seulement des classes sur mes éléments HTML et j'ai pas du tout besoin de faire de CSS. C'est-à-dire que si tu as 4 ou 5 seuils sur ton fichier responsive, tu colles tout dans le HTML? 4 ou 5 seuils, qu'est-ce que tu appelles ça? Par exemple, tu as un seuil, par exemple un demi. Si tu as un seuil à, je sais pas, 320 pixels de large, oui, tu veux dire les breakpoints. Ouais, du coup on va avoir arrobase. Dès que tu veux changer, en fait, tu utilises tu une mets classe. tout dans le HTML. Donc. Voilà. D'accord, ok. Ça a deux intérêts, c'est que du coup on peut monter des pages HTML assez rapidement. Ouais. Mais en plus de ça, si je veux utiliser l'utilitaire largeur sans la grille, par exemple j'ai une div, je veux qu'elle fasse 50% en table, j'utilise la classe utilitaire, la même. C'est-à-dire que derrière, dans notre code CSS final, on va avoir la même classe qui se sert dans plusieurs endroits. Ça fonctionne pareil avec tous les frameworks en fait. C'est juste que là, la nomenclature, pour moi, elle n'est pas habituelle. Juste le nommage sans doute. Ouais. Oui, ça semble normal. Seule astuce, du coup, ce que je voulais rajouter, c'est qu'ici on voit les commentaires. Le parti pris de Inuit, c'est d'utiliser une grille en display inline block. Sauf que display inline block, le problème, c'est que quand on met une largeur pile à 100% de tous nos items, on a un petit décalage de même pas un pixel, j'en sais rien. Mais du coup, si on n'annule pas le white space entre nos divs, notre grille ne marchera pas. Ou il y aura toujours le dernier item qui ne sera pas au bon endroit. Historiquement, alors ça changera peut-être, pour l'instant c'est encore comme ça, mais grâce à inline block, du coup, on peut gérer l'alignement vertical de nos items. Ce qui est quand même assez pratique. Si on avait utilisé float, ça n'aurait pas marché. Et du coup, par contre, il ne faut pas oublier de mettre ces commentaires-là, sinon ça ne marche pas. Quand on prend l'habitude, après, ça devient instinctif, mais c'est vrai qu'au début, des fois, on oublie. C'est peut-être le seul, je dirais, défaut, si on peut parler de ça. Le seule chose un peu contraignante. Je crois que dans la dernière version, ils le virent, ça. Peut-être, ouais. Mais du coup, ils doivent utiliser quelque chose qui doivent contrer le souci. Je sais plus, mais il y a un ticket sur le truc où il enlève tout ça, c'est chiant. Ouais. Surtout au début, hein. C'est vrai, j'ai tellement l'habitude maintenant que tu l'oublies plus, quoi. Mais s'il pouvait y avoir une solution, ce serait pas de refus. Mais je pense que c'est quand même mieux
pour la gestion des verticales là. Ça marche pas tout le monde? Mais t'as un pavé numérique. Comment c'est fait? Ouais, c'est ce que je fais. Mais non, c'est ça. Bref. De toute façon, je vais laisser zoomer. Je voulais juste vous montrer. Je reprends la même. Dans le CSS. Là. Je voulais vous montrer l'utilisation de cette mixin, qui est intéressante. Donc, qui est la mixin SassMQ. Vous pouvez l'utiliser si vous ne voulez pas utiliser une vous pouvez l'utiliser quand même. Ça permet de gérer le responsive dans notre CSS au sein même de nos, on va dire, de nos classes par défaut. Plutôt que de faire des endroits où je vais gérer la version mobile, puis en dessous je vais mettre un arrobase média pour le responsive, pour tel breakpoint, etc. C'est beaucoup plus facile à maintenir. C'est-à-dire que dans ma classe phome, je vais avoir le comportement par défaut en mobile si on fait du mobile first. Et au breakpoint desk, je veux modifier un élément, donc je le mets au sein de la même classe. Comme ça, on a tout sous les yeux. Si on intègre notre maquette, on va intégrer, on va dire, composant par composant, et pas page par page ou breakpoint par breakpoint. On va essayer de composer comme ça. C'est beaucoup plus facile à maintenir. Comme ça, on gère tout on a tout sous les yeux au même moment. Ne dis pas tes classes, elles sont dans ton fichier JS, elles sont pas du tout. C'est parce que c'est Vue.js. Ah, mais du coup, c'est enfin, pour le je rapporte. Mais du coup, t'es pas du tout dans ton organisation de répertoire où tu mets tes trucs au bon endroit. Mais c'est-à-dire que c'est les. À part les composants du coup, Ouais. suivant si tu utilises un framework JavaScript ou pas, ils vont pas être dans component de fichiers CSS, enfin de l'architecture CSS, puisqu'on utilise des composants JavaScript. Et du coup, on va dire que c'est un cas particulier aux composants, c'est que les composants. Pour le coup, là, l'intérêt, c'est que t'as pas à override parce que, en fait, au final, vu ton CSS, il est scopé aux composants. Ouais. C'est surtout d'avoir tout au même endroit, vu qu'on utilise des composants JavaScript. Oui, oui, c'était ça que. Et du coup, ils sont quand même inclus, on va dire, à part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tes composants vont pas être inclus avant tes settings, quoi. Ouais. Parce que là, ils sont vraiment dans un environnement propice à eux. Donc c'est une problématique différente, pour le coup. Et la compilation, ils se retrouvent quand même dans le CSS. Ça dépend, c'est toi qui choisis. Nous, on choisit de les laisser dans le parce que Webpack il fait un bundle là-dedans. Mais ça, c'est parce que nous, on n'a pas de problématique on va dire les navigateurs, les vieux navigateurs, on s'arrête à IE10 et ça marche. Donc, mais tu pourrais extract le CSS si tu voulais. Donc quand tu utilises UJS, là, ton fichier CSS, il est où sur le serveur? J'ai pas vu. Ah pardon. Ton fichier CSS, quand tu utilises UJS, là, il est où? Ouais, attends, je vais te montrer. Là, c'est mon archi, on va dire, de tout le projet. Dans Assets, j'ai mes styles. S'il veut bien, voilà. Et du coup, ici, on se retrouve avec l'architecture de ITCSS, mais tu vois bien qu'il n'y a pas le dossier composant. Ah oui, exact. Ouais. Parce que comme les composants, c'est du JavaScript, on utilise l'utilité de l'outil Vue, en fait. Et donc là, c'est dans nos composants directement. Là, par exemple, j'ai des composants JavaScript, des UI components. Si on prend l'icon, j'ai un fichier UI icon view. Et dedans j'ai tout. C'est ça l'intérêt de Vue d'ailleurs, c'est qu'on a la template, le script et les styles. D'accord. Okay. Et là en fait, tu vois que j'incorpore les tools, parce que je vais avoir besoin de mes variables et de mes mixins. Et c'est scopé, c'est ce que disait Clément.
on essaie de garder quand même l'intérêt des frameworks qu'on utilise de pair, quoi. Si j'avais utilisé ou si j'avais fait from scratch, bah dans Assets et dans mes styles, tu aurais mes composants. D'accord, ouais. Par exemple, dans un environnement WordPress, j'utilise la même archi, mais du coup j'ai mes composants qui sont dans mes styles. Ok, Et voilà. c'est clair. Du coup, par rapport à ITCSS, tes composants sont définis ailleurs. Tu crées un ordre de la cascade avec tes utilitaires, qui sont ça, avoir les mêmes spécificités, mais déclarés après. Donc là, tu me donnes des importants sur quasiment tous les utilitaires. Non, parce que moi je mets pas des importantes sur. Alors, Harry Roberts conseille de mettre sur tous les utilitaires d'ailleurs. Il a fait un article là-dessus. J'ai pas pris le pli de ça. Et donc, du coup, tes utilitaires. Et j'ai pas de problème. Les utilitaires, c'est une classe, parce que c'est une spécificité de 0.0. Ouais. Et, sauf que tes composants aussi. Ouais. Et donc, si tu les déclares via JS, ton script scopé, il est défini après ton utilitaire, donc il va être plus fort. Ton utilitaire, il aura plus de force, qui sera pas assez fort pour se charger. J'ai pas vérifié, mais à mon avis non, puisque j'utilise mes utilitaires dans mon projet Vue là, et à chaque fois ils prennent en compte. Parce que dans quel ordre ils sont déclarés tes fichiers CSS? Et justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, c'est que là je vais avoir mes. Tout est dans le JavaScript, puisque moi j'extracte pas. Et à mon avis, il a raison, ouais, c'est peut-être parce que tu n'as pas eu le cas, parce que quand tu fais un UL Center, tu vas pas mettre un text write après sur ta classe de ton composant, mais effectivement, si tu n'as pas d'importance, je pense que ça peut Mais être du coup, assez ça intéressant de rejoint- tester, en tout cas. Ça rejoint de toute manière la réflexion qu'avait pu avoir CSS Wizard Drive, parce que j'avais lu un article et lui conseillait de. Comme c'est les utilitaires, de toute manière, ils doivent avoir le dernier mot, et il mettait des importantes sur tous ces utilitaires. Si tu fais ça, c'est pas très grave parce que du coup tes utilitaires sont censés être les dernières choses que tu importes. Donc normalement t'as pas de mauvaise surprise. Ce qui serait plus chiant, on va dire, c'est si tu mettais une importance sur un objet qui lui est inclus au milieu, tu peux vite plus comprendre ce qui se passe, quoi. Mais je l'ai pas encore fait. Enfin personnellement j'ai pas mis d'importance sur les utilitaires. Donc juste pour terminer, depuis 2016, donc le projet a quand même grossi. C'est passé d'un ensemble de modules à un seul package NPM, avec toujours la flexibilité quand même dans notre fichier style.css d'importer ce qu'on souhaite. On n'est pas obligé de tout prendre. Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est plus facile à maintenir, même pour nous. On va installer une dizaine de modules. Là, on installe un seul truc. Il y a une team core, alors une team officielle, on va dire, d'Inuit maintenant, ils sont 5, 17 contributeurs. Et j'en parlais tout à l'heure avec certains, depuis un mois maintenant, la release est sortie. Alors c'était encore en bêta. Il y a eu la bêta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, la version 6, c'est la première release officialisée il y a un mois. Du coup, c'est cool parce qu'on va pouvoir vraiment l'utiliser en... Moi, j'attendais un peu avant de migrer tous mes projets, on va dire. Il y a eu quand même pas mal de changements. Et du coup, il y a un Slack aussi. Donc ça, c'est pour ça que ça intéresse, mais un Slack pour la communauté d'Inuit. J'ai mis une petite bibliographie, de toute façon vous aurez accès au slide, pour citer toutes les sources, pour ceux qui ne connaissent pas certaines choses. Et puis voilà. N'hésitez pas à me poser des questions déjà, et puis à me contacter si vous avez des questions plus tard. Je pourrai répondre. Bah merci Kevin. De rien. Bravo.